Je m'appelle Lucas. Le 27 mai 2013, ma vie, celle de ma femme Yasmine, de nos jumeaux Layan et Lioris, ainsi que celle de toute la famille, a complètement basculé. Ce jour-là, d'une certaine façon, j'ai perdu ma femme. C'est le matin de la fête des mères. Elle est allongée à mes côtés. Elle, Yasmine, ma femme, la mère de mes enfants Layan et Lioris, tous deux alors âgés de 3 ans. Je la regarde et je me demande si nous sommes toujours amoureux ou si la routine, les enfants sont le seul ciment qui soude notre couple. Je sens cette distance qui s'installe peu à peu. Pourtant, après ces vacances dont on vient de rentrer il y a tout juste 2 jours, nous nous sommes promis de tout faire pour raviver cette flamme que la maladie, les soucis et les mensonges ont affaiblie. Je la regarde et je me dis que s'il y a bien une chose pour laquelle nous sommes tous les deux doués, c'est ça. Être de bons parents. Du moins, nous faisons de notre mieux. Elle se retourne et ouvre progressivement les yeux. Je m'apprête à lui souhaiter une bonne fête des mères quand la porte de notre chambre s'ouvre brusquement. Nos 2 petits trésors sont excités et grimpent sur le lit en criant « Bonne fête, maman !» Elle les regarde et sourit. Je les regarde à mon tour et je me sens heureux à cet instant. Toutes mes peurs se dissipent grâce à ce tableau qui témoigne de l'amour inconditionnel. Un long moment d'étreinte familiale s'ensuit. De bisous en je t'aime, le bonheur remplit la pièce et apaise toutes les tensions de ces derniers jours. Face à ce spectacle de joie, je me rappelle que c'est pour cela que je veux continuer à me battre. Avoir une belle famille unie par l'amour. Après un long moment passé tous les 4 à rigoler, à offrir ses cadeaux à la reine de la journée, nous nous déciderons à sortir du lit. C'est que le repas ne se fera pas tout seul. Quand nous arrivons dans la salle à manger, les effluves du plat local de Tati Lise nous font à nouveau voyager à 8000 km. Nous y étions il y a 2 jours à peine. La Martinique, notre île natale, où la gastronomie est si merveilleusement épicée. Tati Lise, c'est la tante de mon épouse. Elle n'a pas d'enfant mais a toujours considéré Yasmine comme sa fille, et moi comme son fils depuis que je suis entré dans la famille. Elle est repartie avec nous pour passer un mois de vacances. La région parisienne lui manque énormément depuis sa mutation à la Martinique. Elle qui rêvait de retourner auprès des siens, s'est vite rendu compte que la vie sous les tropiques ne lui convenait pas. Le rythme, les mentalités, l'espace. Après avoir vécu plus de 30 ans dans l'Hexagone, le changement est brutal. Même après 12 ans, difficile de s'y faire. Comme on la comprend. Parce que s'il y a quelque chose dont nous sommes sûrs, Yas et moi, c'est que cela ne nous intéresse vraiment pas pour le moment. Quelques jours en Martinique chaque année ou tous les 2 ans nous suffisent amplement. Aujourd'hui, Tati ne sera pas notre seul invité. Tati Sandra et Jordan seront là aussi, mère et fils, tous 2 de la famille de ma moitié. Ils viendront accompagnés d'une amie, Erika. Nous nous activons pour que la table soit mise lorsque ces derniers arriveront. Il règne une ambiance festive. Nous chantons, rigolons, dansons. Les garçons ne cessent de combler leur maman de dessins d'amour. À 3 ans, ce sont de vrais petits Picasso. Ce sont les miens, donc j'avoue être un peu subjectif. Cependant, s'il y a bien une chose que je peux objectiver, c'est qu'ils y mettent tout leur cœur. Nos invités sont arrivés. Le repas n'est que la continuité des festivités qui égayent l'appartement depuis ce matin. Le soleil est au rendez-vous, la chaleur également et la bonne humeur pour couronner le tout. C'est un véritable festin. Encore une fois, Tati a été un vrai cordon bleu. Tout le monde sort de table repu, voire ballonné. La mine de Yas est un peu défaite, mais elle tente tout de même de relativiser. Nous avons eu sa mère au téléphone, qui malheureusement ne passe pas une aussi belle journée que nous. La fête des mères sans sa plus grande fille, elle-même maman, est déjà très éprouvante pour cette maman poule. Les querelles familiales qui s'ajoutent à cela rendent ce jour encore plus morose. Yas, très sensible, prend cette situation à cœur. Elle se sent presque coupable d'avoir dû partir juste avant ce jour spécial. Mais elle n'a pas pu obtenir plus de congés. Elle est fonctionnaire et travaille aux finances publiques. Par conséquent, la période de fin mai à juin est la plus chargée avec la campagne de déclaration d'impôts. Nous avons déjà eu de la chance d'avoir pu nous évader 2 semaines avant le rush. Nous faisons notre possible pour aider la reine du jour à retrouver sa joie du début de la journée. Après un goûter animé, il est temps pour chacun de partir. Tati Lise s'en va passer quelques jours avec son beau-fils, Erika rentre chez elle, Jordan et sa mère vont prendre le train pour retourner à Lyon.
Les au revoir, les bisous, les embrassades sont échangés dans la bonne humeur après cet excellent moment ensemble. Elles étreignent Yas sans savoir que lorsqu'elles la reverront, plus rien ne sera comme aujourd'hui. Sans savoir que c'est la dernière fois qu'elles parlent à leur Yasmine. Une fois que la maison est rangée et nettoyée, ma femme accompagne les garçons dans leur chambre après leur avoir donné le bain. Elle leur souhaite une bonne nuit en leur rappelant combien elle les aime, comme chaque soir. À cet instant, je fais de même sans me rendre compte de l'importance de ces moments précieux qui font de nous une famille. Je longe le couloir pour me vautrer devant l'un de mes programmes télévisés favoris. Yas va prendre une douche avant d'aller se reposer pour être en forme au travail le lendemain matin. Mes paupières se ferment lorsque soudain j'entends un cri lointain. C'est probablement la télé, me dis-je. Dans 90 mètres carrés, une fois que la porte qui mène aux chambres est fermée, le salon est parfaitement insonorisé. Heureusement, les jumeaux sont maintenant assez grands pour nous prévenir quand quelque chose ne va pas. Layan fait éruption devant moi, complètement affolé. « Maman est tombée dans la baignoire !» me hurle-t-il. « Je n'arrive pas à la réveiller !» Mon cœur bat la chamade. Je me précipite dans la pièce et découvre le corps inanimé de mon épouse sur le sol, devant la baignoire. Elle a visiblement fait une chute et sa tête a heurté le rebord. Pas de sang, rien d'apparent. Après plusieurs minutes, elle finit par ouvrir difficilement les yeux, mais semble complètement perdue. Sa langue, subitement alourdie, peine à laisser sortir les sons. Elle parle de façon décousue et se plaint de maux de tête. J'insiste pour l'emmener à l'hôpital, mais elle s'y oppose violemment. La peur se lit dans son regard. Elle qui depuis près de 2 ans vit entre l'hôpital et la maison. Je ne veux pas la brusquer. Malgré mon inquiétude, je respecte sa décision. Mais une voix au fond de moi me dit que quelque chose ne va pas. Je serais rassuré si elle acceptait de s'y rendre afin de contrôler que tout va bien. Je veux juste dormir. Marmonne-t-elle difficilement. Laisse-moi dormir. Effectivement, moins de 5 minutes plus tard, elle s'endort. Du moins, c'est ce que je pense. Je rassure les garçons et les raccompagne dans leur lit. Puis je m'allonge près de ma femme au cas où il y aurait un souci. Ce soir-là, je me couche bercé par l'allégresse de cette merveilleuse fête des mères en famille. Sans le savoir, il s'agissait du dernier soir que nous avons vécu tous ensemble, avec elle, Yasmine. Car le lendemain matin, plus rien ne serait comme avant. Ce soir-là, en m'endormant, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je parlais à mon épouse telle que je la connaissais. Je ne savais pas que nos problèmes n'auraient plus la même importance. Je ne savais pas que j'aurais à faire un deuil si particulier. Je ne savais pas que ma vie allait brusquement être bouleversée. Je ne savais pas que la cigarette deviendrait mon exécutoire. Je ne savais pas que mes enfants auraient une deuxième mère. Je ne savais pas que d'une certaine façon, je me retrouverais veuf. Je ne savais pas qu'elle me manquerait autant. Je ne savais pas que je deviendrais l'ombre de moi-même. Je ne savais pas que je m'oublierais complètement. Je ne savais pas que je me sentirais aussi coupable. Je ne savais pas que je devrais divorcer d'une femme qui ne me considérait plus comme son mari. Je ne savais surtout pas que ce soir-là, je lui disais bonne nuit pour la dernière fois, car je ne savais pas qu'au réveil, elle serait une autre. Se réveiller un matin sans savoir qui l'on est, où l'on est et avec qui. Errer dans une rue sans aucune notion d'où l'on est et qui l'on est. Se retrouver sur le quai d'une gare sans repère, sans pouvoir répondre à la question « Qui êtes-vous » ? Je ne suis pas en train de te spoiler un film, mais bien de te donner des exemples de personnes qui se sont retrouvées confrontées à cette maladie. Cette maladie qui plonge ceux qui en sont atteints dans un épais brouillard. Un brouillard qui a du mal à se dissiper, dont on peine à sortir. Un brouillard qui ne laisse même pas entrevoir
le prochain pas que l'on fait. Un brouillard qui nous plonge dans une solitude, un désarroi. Réveil. Mes yeux s'ouvrent péniblement. Une lumière vive m'éblouit. Face à moi, une fenêtre ornée d'un voile taupe et beige laisse passer les rayons du soleil levant. Je me trouve allongé sur un lit recouvert d'un drap couleur rouge sang. Je jette un coup d'œil rapide et remarque une petite table, également de couleur taupe, sur laquelle est posée une jolie lampe verte qui rappelle la nature, tout comme les tableaux accrochés au mur. Un livre avec plein d'écritures et 2 photos, l'une de 2 petits garçons et l'autre d'une petite fille. Mon cœur s'emballe. Mon souffle est court. Je sais nommer certains objets. Les autres, je me demande ce que c'est. Tout mon esprit est embrouillé, je suis dans le flou. Je suis tétanisée. Je soulève délicatement la couverture colorée qui protège mon corps et aperçois 2 longues jambes couvertes d'un minuscule morceau de tissu. Un short rayé rose et blanc. Je porte un t-shirt à fines bretelles en haut. Mon rythme cardiaque prend à nouveau de la vitesse. Je commence à paniquer, sans oser bouger. Mon esprit, désormais alerte au moindre bruit, perçoit des petits ronflements derrière moi. Quelque chose remue. Mon Dieu, que vais-je découvrir cette fois? Après quelques secondes d'hésitation, qui me semble durer une éternité, je me retourne délicatement. J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine, tant il bat fort, mu par la peur et l'angoisse. D'un geste spontané, je porte mes mains à ma bouche pour m'empêcher de crier. Les larmes coulent, mes mains tremblent, je suis tétanisée. Un homme est allongé près de moi, torse nu. Il dort paisiblement. Mon cerveau surchauffe, les questions s'enchaînent. Que se passe-t-il? Comment me sortir de là? Je fais face à cet homme et mon corps ne répond plus. Je suis immobile, apeurée, les yeux rougis par les larmes. Je n'ai qu'une envie, m'échapper. Mais je n'y parviens pas. Je commence à manquer d'air. Je panique doublement. L'homme ouvre les yeux. Il me regarde en fronçant les sourcils. Que t'arrive-t-il? Me demande-t-il d'un air inquiet en se relevant. Je tremble. Je pleure. Il tente de poser sa main sur moi, mais cela m'effraie davantage. Je bondis hors du lit et me réfugie recroquevillée sous la fenêtre. Qui êtes-vous et que m'avez-vous fait? Il rigole et passe une main sur son visage. Arrête de jouer, ce n'est pas drôle. Me lance-t-il comme s'il me connaissait. Mais qui est-il? M'a-t-il kidnappé? Je n'ai toujours aucune réponse à mes questions. Je me balance d'avant en arrière, ne sachant que faire. Comment me sortir de là? Il s'approche doucement. Son regard a changé. Il semble désormais aussi désorienté que moi. Ce n'est pas drôle, Yas. Allez, arrête maintenant. En plus, tu vas être en retard au travail. Yas travaille. Mais de quoi parle-t-il? Qui est Yas? Est-ce que vous l'avez kidnappée, elle aussi? Mais pourquoi je parle de kidnapping? C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. J'ignore pourquoi. À cet instant, l'homme a l'air encore plus inquiet que moi, presque affolé. Il s'approche davantage et me tend doucement une main. Malgré sa mine défaite, il tente de me rassurer,
même s'il ne comprend pas lui-même ce qui est en train de se passer dans cette chambre. Non, je ne t'ai pas kidnappé. Tu es chez toi, chez nous. Je suis ton mari. Je secoue la tête sans m'arrêter. Mon mari ? Non, 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 vous faites erreur, je ne sais pas où je suis. Il me tend une main. Viens avec moi, s'il te plaît. Je ne te ferai aucun mal. Je veux juste te montrer quelque chose pour que tu vois que je ne te mens pas. Je m'accroche à mes mains comme pour me rassurer, pour me persuader que je suis en sécurité. Je me lève pour le suivre, mais je refuse qu'il me touche. Il n'insiste pas. Je contourne le lit en faisant bien attention à chacun de mes pas. Soudain, je me retrouve face à une jeune femme. C'est dingue. Elle porte les mêmes vêtements que moi. Je m'approche d'elle et me touche le visage. Elle fait exactement les mêmes gestes. Son visage est également rougi et baigné de larmes. Je parcours ma tête, mes cheveux. Mais, attends une minute. Cette femme, c'est moi ? À ce moment, c'est le blackout total dans ma tête. Pourquoi ai-je cette apparence ? Mais en fait, quelle apparence aurais-je dû avoir ? Je ne sais pas non plus qui est cette Yas dont l'inconnu ne cesse de me parler. Mais que m'arrive-t-il ? Et surtout, si je ne suis pas cette Yas et que je ne reconnais pas mon reflet, qui suis-je ? L'inconnu se rend compte que la situation empire. Il est étrangement calme. Du moins, pour l'instant. Je le suis dans la pièce juste à côté, où je découvre 2 petits garçons qui dorment, paisiblement, dans un grand lit blanc. C'en est trop, je m'affole. Qui sont ces enfants ? Hurlai-je en portant mes mains à ma tête complètement perdue. Mon compagnon de chambre semble alors réaliser la gravité de la situation. Il retourne dans la pièce et attrape un objet. Il appuie et le porte à son oreille. Les pompiers, j'écoute. Bonjour, je vous appelle car ma femme a un problème. Elle ne sait plus qui elle est, ni où elle est. Je ne sais pas quoi faire. Je me laisse tomber par terre. Mes jambes ne me portent plus. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'arrête pas de dire que je suis sa femme ? Mes pensées se bousculent. Je n'entends plus rien autour de moi. Je suis dans mon monde, complètement désorientée. J'ai mal à la tête. J'ai l'impression qu'elle va exploser. Que dois-je faire ? Fuir ? Malgré cette situation absurde, quelque chose me dit que je peux faire confiance à cet homme, qu'il va m'aider à comprendre ce qui m'arrive. Soudain, il se met à ma hauteur, tente de me prendre la main, mais je ne veux pas. Il n'insiste pas, mais essaie de m'expliquer ce qui va se passer. J'ai appelé les pompiers. Ils vont t'emmener à l'hôpital pour te faire des examens et là, on saura ce qui t'arrive. Je m'appelle Lucas et toi tu t'appelles Yasmine. Nous sommes mariés. Les 2 petits nous rejoignent, encore ensommeillés. Bonjour maman. Ils viennent m'embrasser naturellement. Je les laisse faire, mais ne parviens pas à leur témoigner une quelconque affection en retour. Maman. Des frissons me parcourent. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Papa, pourquoi maman pleure ? Interroge l'un d'eux. Il tente de les rassurer comme il peut et leur demande d'aller s'habiller en attendant les pompiers. Il m'invite à en faire de même, puis réalise que je ne sais pas où sont mes affaires, ni comment procéder. Il m'accompagne dans la chambre pour m'aider à prendre des vêtements, en m'expliquant que ce sont les miens. Même scénario dans la salle de bain, le savon, l'eau froide, l'eau chaude, la brosse à dents. Il doit tout m'apprendre. Certains mots me viennent naturellement, alors que d'autres pas du tout. Je parviens à nommer certaines choses, mais ne sais pas à quoi elles servent. Je ne réfléchis plus à ce qu'il me dit. Je me contente d'exécuter. Il faut faire vite. Les pompiers vont arriver. Je ne comprends toujours pas ce qui va se passer ensuite. 15 minutes plus tard, je suis prête. Les pompiers sont là. Lucas ouvre la porte. Je suis assis sur une chaise apeurée, déboussolée. Il s'approche. Je suis de plus en plus confuse. Il me pose des questions sur moi, sur mes antécédents, sur ma vie. Mais rien ne vient.
Rien ne sort. Celui qui s'est présenté comme mon mari répond à ma place. Je pleure, je me sens mal, au bord de l'évanouissement. Tout va vite. Ils informent Lucas qu'ils doivent m'emmener à l'hôpital. J'y reste 2 jours. Examen, questions, observation, diagnostic. Ictus amnésique transitoire. Ça va passer. Je peux rentrer à la maison. Il faudra du temps, de la patience. Ça prendra probablement quelques jours, ou peut-être une semaine, 1 mois. Bon, en fait, on ne sait pas. Suivi neurologique, psychologique et psychomotricien, incompréhension, sentiment de solitude, de jugement, des questions sans réponse qui engendrent une situation difficile à vivre. Une souffrance palpable. Ce jour-là, c'est comme si à mon réveil, j'étais une autre personne que celle qui s'est couchée la veille aux côtés de son mari. Quand je sors de l'hôpital, je suis bien loin d'imaginer tous les challenges, toutes les épreuves, tous les apprentissages, mais aussi les moments extraordinaires que je m'apprête à vivre dans ce voyage à la recherche de mon identité. Tu viens d'écouter un chapitre de mon livre « Elle et moi, je ne sais plus qui je suis ». Ce chapitre est intitulé « Réveil » et l'extrait a été lu par Stevenson Simon, Layan Elioris Adamis et moi-même, Lia Renard. Extrait de mon journal. Le 3 novembre 2018, au Diamant. Comment réagirais-tu si tu te réveillais dans un corps qui t'est totalement inconnu? Comment réagirais-tu si en voyant ton reflet dans le miroir tu te disais « Mais qui est cette femme ?» Comment réagirais-tu si tu te rendais compte qu'il y a un inconnu allongé à côté de toi et que tu te demandais « Qui est cet homme? M'a-t-il séquestré? Et moi, qui suis-je » Je te laisse prendre le temps de fermer les yeux et d'imaginer cela. Angoissant, n'est-ce pas? Et pourtant, ça peut arriver à n'importe qui, y compris toi, même si je ne te le souhaite pas du tout. En tout cas, c'est mon histoire, c'est ce qui m'est arrivé. Comment, à l'aube de mes 25 ans, j'ai dû tout apprendre, comme si j'étais née toute grande. Comment je suis passée de 4 à 25 ans en quelques mois. Comment à 25 ans, je suis à un nouveau-né. Comment cet événement, qui a marqué la fin de la vie de quelqu'un qui avait la même apparence que moi, a entraîné ma propre naissance. Comment j'ai fait le deuil de quelqu'un qui en apparence était encore vivant. Comment elle est moi, et je ne suis pas elle, bien que. Comment une tragédie a pu devenir salvatrice. Comment j'ai compris que la connaissance de l'homme a bien des limites. Bien loin des scénarios hollywoodiens. C'est une réalité dans ma vie depuis plus de 5 ans maintenant. Comment mes proches ont dû accepter que la fille qu'ils aimaient tant était morte bien avant cette nuit. Comment finalement, je suis bien plus sa version originale qu'elle ne l'était elle-même. Ça paraît fou, impensable, inimaginable, et pourtant, depuis bientôt 5 ans, c'est une véritable odyssée de la connaissance de moi qui se déroule dans ma vie. Je suis partie à la conquête de la mémoire perdue, de l'identité vierge, de moi-même en somme. Et j'ai fait des découvertes aussi incroyables qu'improbables pour certains. On peut dire que cette amnésie a complètement bouleversé ma vie.
Cependant, elle m'a également beaucoup appris. Tu viens d'écouter le chapitre extrait de mon journal, qui est lui-même extrait de mon premier livre, Elle et moi, je ne sais plus qui je suis, lu par moi-même, Lia Renard.